Je suis Célia Melcus et je coordonne avec Lisiane Lumentech le groupe Nouvelles Façons de Voyager. Donc, on est une équipe de 14 et on s'interroge donc sur les nouvelles tendances et nouvelles attentes des voyageurs et ce qu'elles impliquent pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui est leisure, télétravail, digital, nomade, télétravel, pardon, j'ai dit télétravail, mais télétravel plutôt. Et donc, avec nous, on a notre équipe composée de Malika Fridi, Delphine Bont, Romain Milon et Maxime Besnier. Donc, ils vous ont déjà parlé de ce sujet lors d'un webinaire, mais aujourd'hui, on va vraiment se demander si ces nouvelles tendances peuvent devenir la norme de demain. Et avec nous, on est heureux d'accueillir Aurélie Cros, qui est elle-même digital nomade et fondatrice du mouvement #Mission Nomade. Donc, dans un premier temps, on va vous diffuser une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Maxime introduira le sujet pour recontextualiser et ensuite, on passera à la vidéo d'Aurélie. Et enfin, on débutera le live avec vos questions et Aurélie et nos professionnels du tourisme y répondront. Je vous souhaite donc un bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime Besnier, je suis le fondateur et dirigeant de Very Local Trip et de My Local Fixer. Alors, dans le cadre de l'association Respire, j'ai eu récemment l'occasion de co-présenter un webinaire sur le thème du leisure et du voyage entre vie pro et perso, en compagnie de Delphine Bont, qui est fondatrice de l'agence Un Petit Voyage et l'essence du voyage, de Romain Milon, qui est cofondateur de la start-up Blizzy, et de Malika Fridi, qui a 28 ans d'expérience dans le tourisme, en produits, marketing et relations clients. Alors, la vidéo de ce webinaire est disponible sur la chaîne YouTube Respire, le tourisme de demain. Alors, aujourd'hui, on vous propose d'aborder cette thématique en compagnie d'Aurélie Cros. Alors, Aurélie est une digital nomade qui a fait du monde son terrain de jeu et elle a gentiment accepté notre invitation pour participer à ces états généraux du tourisme. Aurélie, avec qui d'ailleurs vous pourrez participer, pourrez échanger en fait à l'issue de cette interview. D'une manière générale, on se rend compte qu'aujourd'hui, la frontière entre vie pro et perso est de plus en plus fine. Le développement des nouvelles technologies permet aujourd'hui de travailler de n'importe où dans le monde. On parle de work from anywhere. C'est une tendance qui est très présente chez les millennials, par exemple, qui sont à la recherche d'un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Ce phénomène a encore été plus accentué avec cette crise du Covid qui a vraiment boosté le télétravail et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, du moins pour certains secteurs d'activité, l'outil de travail se résume à un ordinateur portable et une bonne connexion Internet. La frontière entre le voyage d'affaires et le voyage de loisirs, d'agrément, s'amenuise. On parle désormais de leisure, qui est une expérience qui mêle le business et le leisure et qui peut être abordé sous différents angles. Bien souvent, il s'agit d'un voyageur business qui souhaite étendre son voyage pro par du loisir, mais il y a également des voyageurs qui partent en vacances et qui se disent « Tiens, puisqu'on part à l'autre bout du monde, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et apporter une touche business à notre voyage ?» Alors, force est de constater qu'au-delà d'une simple tendance, on parle vraiment d'une évolution profonde du tourisme. On voit là une véritable opportunité pour les voyageurs, pour les entreprises, les territoires et bien entendu les professionnels du tourisme qui doivent donc penser à de nouveaux produits et services à proposer aux voyageurs. Alors, je vous propose d'aborder ces thématiques maintenant avec Aurélie Cros au cours de cette interview qui va durer environ une vingtaine de minutes. À tout de suite. Eh bien, bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, peux-tu te présenter, tout simplement, en quelques mots, nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce qui t'a amené à vivre à Dubaï aujourd'hui, notamment?
Bonjour Maxime, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'opportunité, toujours un plaisir de partager ces idées et de générer des conversations. Alors voilà, comme mon nom l'indique, je suis bien française, alsacienne avec un nom de famille à connotation un peu allemande, n'est-ce pas? Je travaille dans le voyage et je suis moi-même une grande voyageuse. Une de mes premières passions, c'est la technologie et l'innovation. Et notamment comment on applique tout ça à notre monde du voyage. Comment on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour créer en fait une meilleure industrie du voyage. À côté de ça, je suis une grosse foodie, j'adore ça. Et je suis ce que je m'appelle aussi une fitness junkie. J'adore le sport, donc j'ai un peu ce syndrome de ce qu'on appelle le slash gen. Donc j'ai un peu plusieurs vies dans une vie. Je fais pas mal de choses. Et ce qui me caractérise particulièrement, c'est que je parcours le monde. J'ai un boulot qui m'amène à voyager beaucoup. Et donc, j'en profite pour voyager tout en travaillant un petit peu de partout dans le monde. Depuis 6 ans maintenant. Super, voyager en travaillant, travailler en voyageant, ça va en faire rêver plus d'un, je pense. Et tu sembles vraiment avoir fait du digital nomadisme un vrai style de vie finalement. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce concept de work from anywhere? Oui, bien sûr. Alors, en soi, je pense que la crise actuelle qu'on connaît à cause du Covid a mis en lumière, on va dire, ce mécanisme finalement de télétravail, work from anywhere. Mais il y a des grandes entreprises progressistes qui ont déjà amorcé cette transformation bien avant la crise. Et la crise a agi de catalyste. Finalement, Twitter, par exemple, c'est un des chefs de file de cette tendance dès le début de la pandémie. Je me rappelle, en mars-avril 2020, ils ont annoncé qu'ils allaient laisser le choix à leurs employés de travailler de la maison ou de venir au bureau. Donc, on était déjà sur des modèles hybrides sur lesquels ils avaient commencé à travailler avant la crise. Idem pour BP. On pense souvent à des entreprises un peu plus New Age dans la tech, mais pas que. BP, on est sur de l'énergie. On a eu des annonces de Siemens, on a eu des annonces de boîtes de pharma. Là, récemment, enfin, toutes les semaines, il y en a des nouvelles. On a eu Spotify, 6500. Eux, ils sont vraiment dans une politique pure de work from anywhere, c'est-à-dire soit à la maison, soit de n'importe où, à condition de respecter certaines zones en termes de décalage horaire pour que le travail puisse quand même se faire de manière homogène. Mais en gros, l'essence de ça, c'est aussi pour ça que j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Mission Nomad. L'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, le travail, c'est pas un endroit physique. Le travail, c'est quelque chose qu'on fait. Et le travail, c'est quelque chose qui va nous trouver où qu'on soit dans le monde. Dans la plupart des métiers modernes aujourd'hui, dans notre environnement, on n'a pas besoin d'avoir ses fesses sur une chaise dans un bureau du lundi au vendredi pour pouvoir faire du bon travail. L'essence de cette idée avec de work from anywhere, c'est de pouvoir travailler dans un environnement où on se sent le plus productif. Que ce soit à la maison, que ce soit d'un café, d'un cowork, même avec des amis, en fonction bien évidemment des projets, du degré de confidentialité des projets. Il faut aussi être attentif à ça. Mais voilà, l'essence, c'est cette flexibilité dont on a besoin dans le travail. Où qu'on soit et qui qu'on soit. On parle beaucoup des plus jeunes générations. Oui, c'est sûr, pour nous, c'est facile et on peut allier ça avec du voyage. C'est ce que je fais avec mon activité de consultante. On a un modèle chez Festive Road où on est très libre, en fait, chacun de travailler de n'importe où dans la mesure où on délivre nos projets. Mais c'est aussi applicable à des gens qui ont des enfants. Cette flexibilité, peut-être qu'ils seront plus à la maison, mais voilà, pouvoir amener ses enfants à l'école ou les chercher le soir, ça fait aussi partie de cette flexibilité de mieux équilibrer sa vie, en fait, finalement. Donc, voilà un peu l'essence. On voit qu'il y a pas mal, effectivement, apparemment, d'avantages à ce style de vie, on pourrait dire, hein, de work from anywhere. Mais quels en sont les freins selon toi et pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises aujourd'hui qui s'y mettent finalement? Alors, honnêtement, je pense que par la force des choses, elles ne vont pas avoir le choix. Parce qu'il y a aussi personne n'a de boule de cristal, mais je pense que tout le monde observe notre environnement. Il y a une notion d'attractivité d'entreprise. La flexibilité aujourd'hui, c'est plus une option. Le frein,
c'est beaucoup la culture. Comment dire, les cultures d'entreprise d'une part qui se doivent aussi d'évoluer, mais aussi le frein culturel. Dans des cultures latines, notamment en France, sur les cultures managériales, on a tendance un petit peu encore à être dans le micromanagement ou dans le genre je ne te vois pas, je ne sais pas ce que tu fais. Et tout ça, ça doit évoluer. Je pense qu'on y arrive aussi avec des nouvelles générations, des méthodes managériales qui sont en train de changer. Mais on a encore un peu plus de travail que sur des cultures anglo-saxonnes, notamment. Donc, les avantages, pour en citer un de plus, c'est que on le sait, quand on travaille dans un environnement où on s'épanouit, on est aussi plus productif. Quand on est plus productif, quand on est heureux dans son job, on crée de la fidélité aussi. On rend son entreprise plus attractive. Il va y avoir une vraie guerre des talents qui va commencer à s'opérer. C'est ce que moi, je vois. On le voit par curiosité. Je commence à regarder aussi les packages de certaines entreprises qui sont remote first, notamment américaines. Je suis tombée pas plus tard que la semaine dernière sur une entreprise qui offrait même un package de $2000 pour ses vacances. En plus du package régulier de home office ou de pouvoir travailler de n'importe où. Donc, on va arriver sur, comme je disais, cette guerre des talents, cette compétitivité, les RH qui vont devoir être de plus en plus créatifs. Après, les inconvénients, parce qu'il y en a aussi, dans un mode pur digital nomade comme je le suis, on parle beaucoup de temps en temps de solitude. Est-ce que c'est pas fatigant finalement de pas forcément avoir un endroit, une attache? Et là-dessus, oui et non, parce que il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour y pallier. Déjà, je parlais, c'est la culture d'entreprise. Avoir une vraie culture de télétravail, c'est pas faire Zoom 8 heures sur 8 dans la journée. C'est une culture où on rend ses employés plus indépendants, on documente pas mal de choses, on travaille aussi un peu plus en mode asynchrone. Peut-être aussi généraliser les meetings où simplement on n'active pas sa caméra. On a tous cette fatigue. C'est naturel, c'est normal. Il faut arriver à se faire confiance et il faut arriver à avoir de la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils collaboratifs. Moi, je parle à de plus en plus d'entreprises qui ont quasiment supprimé les emails internes. Il n'y a plus d'emails internes, ça passe par Slack, ça passe par Teams, ça passe par des logiciels de gestion de projet. Donc ça aussi, ça va contribuer on va dire, à réduire certains inconvénients aussi de cette fatigue de Zoom. Après, il faut être aussi honnête, le contexte dans lequel on est en ce moment, dans une pandémie, je ne pense pas que ça rend justice au télétravail ou à ce work from anywhere. Parce qu'au final, on est coincé. Les cafés sont fermés, j'ai mentionné les cowork space. Alors, c'est vrai, sur le papier, c'est bien. Mais dans l'exécution, là, en ce moment, c'est compliqué parce que dans beaucoup d'endroits, c'est fermé. Donc, je pense qu'on est dans une période transitoire. Le juste milieu, ça va sûrement être un modèle hybride pour commencer. Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui se réjouissent de retourner au bureau. Et je comprends, parce qu'on n'a plus ce lien social. On n'a plus cette opportunité de se dire, allez, je vais faire une pause, je vais aller à mon sport. Comme ça, je vois aussi du monde au sport où je vais aller bosser avec des amis, on va se faire une session au café, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, je pense que ça va passer par ce mode transitoire où les entreprises aussi vont devoir revoir leur management. Effectivement, c'est un vaste sujet, c'est passionnant. On voit bien que le digital nomadisme et le work from anywhere sont des concepts que tu as appliqués à ton style de vie. Après, je voudrais parler aussi du mot bleisure, oui. Qui est, dis-moi si je me trompe, pour moi quelque chose de plus ponctuel. C'est-à-dire que pour moi, le work from anywhere, le digital nomadisme, c'est vraiment quelque chose que tu peux appliquer à l'année et de travailler comme les employés de Spotify que tu as signalé, qui peuvent travailler n'importe où dans le monde. Le bleisure, je le vois plus comme ponctuellement un voyageur business qui va souhaiter, par exemple, agrémenter son voyage avec une visite de New York, ou l'inverse, des voyageurs qui partent en vacances et qui vont apporter une touche business à leur voyage. Ouais. Comment tu vois l'évolution du bleisure? Est-ce que d'ailleurs tu es d'accord avec cette définition, et comment tu vois les choses dans les années à venir? Alors oui, je suis complètement d'accord avec ces définitions. Et pour tout te dire, j'ai commencé mon style de vie en faisant du bleisure. Moi, c'est un mix de tout.
Parce que j'ai une activité de conférencière. Donc, j'anime des workshops, j'anime des conférences et c'est ça qui me faisait, du moins avant 2020, c'est ça qui me faisait voyager beaucoup. Donc, à chaque fois, moi, je rajoutais une touche de leisure ou voire de work from anywhere parce que je restais pour le coup dans la destination 1 semaine, 2 semaines en fonction de ce qui me chantait un peu en Europe. Et je mixais avec des périodes où je partais sur du slow travel. Je pense beaucoup, surtout quand on travaille, parce que je fais une petite parenthèse, c'est pas forcément pure leisure, mais quand on est en mode digital nomade ou vraiment work from anywhere, on travaille à plein temps, on n'est pas en vacances. Donc souvent, et c'est ça qui, pour boucler la réponse à ta question, je pense que c'est 3 mondes qui sont en train de se rencontrer. C'est en fait le monde du travail avec le monde du voyage et le monde des réunions. On en est vraiment sur ce triangle où on commence à avoir des frontières qui s'évaporent. On a déjà cette frontière qui s'évapore avec la vie perso et la vie pro. On est tous plus ou moins… Alors, je sais qu'on a le droit à la déconnexion et c'est des gros débats en ce moment, notamment en France. Mais il faut être honnête, la frontière, elle est quand même de plus en plus floue, d'accord? Et je pense que ça va être la même chose avec les voyages. Donc, le leisure, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Ça existait depuis très longtemps. Moi, je me rappelle, je parle à mes collègues qui ont la cinquantaine et ils me disent, mais nous, on faisait déjà ça, mais il n'y avait pas de mots. On n'avait pas de mots à mettre sur cette pratique finalement. Et je pense que ça a explosé avec les millennials, les nouvelles générations qui ont envie de voir le monde. On prend un job parce qu'on sait que notre job, il va nous permettre de voir le monde à travers des déplacements professionnels. Aujourd'hui, c'est aussi ce que j'explique à mes clients. Je travaille, outre les conférences, j'accompagne les travel managers, les acheteurs dans leur gestion des déplacements professionnels et dans la création des politiques voyage, qui souvent aussi se doivent de refléter la culture d'entreprise. Et il y a souvent une dichotomie entre les deux. Et aujourd'hui, c'est difficile de demander à des jeunes, par exemple, pour lesquels ça va être ton premier voyage à New York, tu ne vas pas voir les 4 murs de ta salle de réunion et l'avion et le taxi. Tu vas avoir envie d'aller voir New York, c'est normal. C'est compliqué aujourd'hui, on ne peut plus demander ça à nos employés. Donc, et là, on est sur du pur leisure. Et je pense que j'anticipe un peu aussi sur on va dire, les nouvelles mécaniques de voyage. Je pense qu'on ne va plus voyager de la même manière pour plusieurs raisons. Les entreprises aujourd'hui, si on parle à des directeurs, à des DAF, il y a pas mal d'économies qui sont faites parce que des déplacements pro, il y en a moins. Et on arrive plus ou moins à maintenir le business à flot parce que il y a quand même des choses qui se font. Mais aujourd'hui, il va falloir mesurer où est la valeur ajoutée du face-à-face par rapport à une réunion en Zoom. C'est très difficile d'aller chercher certains contrats quand on ne se voit pas ou quand il n'y a plus de salons ou de conférences. Donc, la fine ligne, ça va être de définir quels sont ce genre de déplacements qui vont permettre en fait de générer une valeur ajoutée pour la société. Mais aussi, quels sont les voyages et quelles sont les politiques qu'on doit adopter pour que ces employés soient heureux en termes de flexibilité, leur donner toujours cette opportunité de voir le monde. Et quand on rajoute l'environnement et tout ce qui est émissions de carbone dans l'équation, on arrive à finalement des mécaniques de voyage qui vont changer. Peut-être qu'on va plus faire, c'est les discussions, personne n'a encore la réponse, mais peut-être qu'on va plus faire 3 ou 4 vols long courrier à l'année, on va en faire 1 ou 2 et on va partir plus longtemps. Donc, on va être sur ce work from anywhere, qu'on le veuille ou pas. Donc là, on va en profiter pour aller s'immerger, pour aller rencontrer des locaux, pour aller visiter les alentours, pourquoi pas aller cumuler plusieurs pays, surtout si c'est un Américain qui vient en Europe, par exemple, ou un Asiatique qui vient en Europe, c'est facile d'aller visiter en fait tous ces pays. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, on va mixer du leisure avec du work from anywhere, avec des déplacements pro. Et c'est hyper intéressant pour notre industrie, en fait. Il y a plein de choses qui vont changer. C'est vrai merci. C'est vrai qu'on sent bien que cette frontière entre vie pro et perso est de plus en plus fine. On a une vraie hybridation en fait de ces mondes. Il semble que la crise va encore plus booster, en plus impacter en fait
cette hybridation. Mais selon toi, le Blazer, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est quand même réservé à une certaine catégorie de cadres, de managers, de chefs d'entreprise? Comment tu vois les choses ou est-ce qu'on peut le démocratiser? Alors, je pense que ça s'est déjà démocratisé, mais un peu moins en France. En France, on a une contrainte et les entreprises ont des énormes contraintes qui sont liées à ce qu'on appelle le duty of care. C'est-à-dire que l'entreprise est responsable pénalement de ses employés lorsqu'ils sont en déplacement professionnel. Et c'est difficile d'évaluer quelle partie du voyage est un déplacement professionnel et quelle partie du voyage relève de la partie personnelle. Donc ça se fait, mais de manière informelle. Je ne suis pas encore, et je n'ai pas encore été amenée à voir une politique officielle de Blazer dans des entreprises un peu plus européennes. Mais j'ai entendu des entreprises qui font des décharges, notamment des charges RH où on déresponsabilise l'entreprise en cas d'accident ou autre. Parce qu'en France, on a une jurisprudence qui est plus conservatrice et qui a tendance à protéger beaucoup l'employé. Donc, les entreprises se protègent. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Il y en a qui ont envie, et je discute avec des travel managers progressistes qui ont envie, mais ils sont bloqués, ils ont un peu les mains liées. Après, ça avance. Je travaille avec des clients, c'est ce qu'on appelle les online booking tools chez nous, donc ces systèmes de réservation qu'on utilise dans les entreprises pour aller réserver ces déplacements pro, un genre de Expedia, mais version voyage d'affaires en fait, finalement. Il y a la possibilité de réserver des voyages personnels. Et les entreprises encouragent leurs employés à réserver des voyages personnels via la même plateforme. Donc, pour le coup, là, on sait où sont les employés. On peut leur porter assistance, on peut éventuellement même commencer à leur faire bénéficier de certains tarifs négociés. On est encore là sur on va dire, cette fine ligne de je fidélise mes employés, je propose une politique voyage flexible. C'est ce qu'on appelle, c'est l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle l'Employee Value Proposition, EVP. On le voit de plus en plus, ça. Donc, des politiques officielles, pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer. Et dans l'année à venir, ce serait intéressant de se reparler dans 1 an pour voir comment ces entreprises qui ont commencé à faire ces annonces, comment elles ont fait et quels sont les usages en fait. Parce que des fois, on design des choses d'une certaine façon, mais les usages commencent à être très différents. Avec plaisir pour refaire un point dans 1 an. C'est vrai qu'il va y avoir un cadre juridique qui va devoir s'adapter à l'évolution de la société, en fait, la façon de travailler, la façon de voyager. Parfois, il y a toujours un petit décalage. On le voit bien avec des modèles qu'on peut qualifier de disruptifs, d'économie collaborative, etc., type Airbnb ou autres, qui ont chamboulé un petit peu les choses. Et après, il y a un cadre du juridique qui doit s'installer. Donc, on peut espérer que tout ça va s'adapter. Mais c'est vrai qu'en France, il y a aussi… c'est toujours sensible. Le Blazer, c'est quelque chose aussi, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus ouvert. Et on est aussi dans un contexte où les gens, ils ont 15 jours de congés payés. Oui. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est plus naturel. Parce que c'est cet aspect culturel aussi. Donc, ouais, effectivement, moi, je prône ça depuis des années parce que je suis aussi vraiment convaincue que c'est vraiment une manière de fidéliser ses employés, mais aussi, c'est hyper intéressant quand on regarde ce qui se passe. Accor, notamment Accor Hotel, s'est positionné sur des cowork dans les hôtels. Ils ont créé la marque Wojo. Marriott aussi l'a fait. Donc, on a même des nouveaux acteurs qui viennent se positionner sur cet aspect plus corporate. Et à l'inverse, moi, je voyage dans ce genre d'établissement, notamment quand je suis en Amérique latine, en Amérique centrale. C'est un mix de co-living, de cowork, d'hostels. Et on a toute cette population des gens comme moi qui voyagent tout en travaillant dans un cowork où, au Guatemala, par exemple, j'avais un meilleur Wi-Fi qu'au fin fond de l'Alsace chez mes parents pendant le confinement. Voilà, donc il y a des concepts comme ça d'hébergement qui commencent à vraiment, vraiment décoller. Et je pense que quand on est une entreprise, c'est ce que je disais, c'est là où il y a le tourisme, le voyage pur qui va rencontrer les meetings et le voyage d'affaires. Donc, c'est aussi pour les entreprises matière à réflexion
savoir où est-ce que je peux faire des deals, où est-ce que j'autorise mes employés à travailler. Très bien. Alors, on va arriver vers la fin de cette interview. Donc, j'aurais une question d'ordre un peu plus général sur ta vision du voyage dans les années qui viennent Oui. finalement. Est-ce que cette crise va vraiment l'impacter durablement? Enfin, comment tu vois les choses dans 10, peut-être 20 ans, notre manière de voyager? Ah ça, si tout le monde avait une boule de cristal, hein. Alors, on ne peut pas ignorer les discussions et les problématiques qui sont quand même très importantes de l'environnement. Je pense qu'on a un énorme challenge devant nous qui est le tourisme de masse, qui à la fois crée énormément d'emplois, mais pose aussi un souci au niveau environnemental. Donc, je pense qu'on va voyager avec plus de bienveillance, j'espère, et en faisant un meilleur impact, notamment aussi sur les populations locales. Voyager avec un impact, c'est-à-dire que, par exemple, si moi je voyage, j'ai certaines connaissances, peut-être que je peux mettre mes connaissances à profit aussi pour, au niveau local, peut-être aller, je ne sais pas, donner un cours dans une université, faire des programmes de mentoring. On commence à avoir des initiatives comme ça. Donc ça, c'est une première partie, le voyage plus responsable, on va dire, d'une manière sociale et d'une manière environnementale. Ensuite, pour tout ce qui est du voyage d'affaires, les dernières prédictions de GBTA, Global Business Travel Association, disent que nous allons retourner à des volumes de 2019 vers 2025. Très difficile, effectivement. Je pense qu'on ne voyagera plus de la même manière, non plus pour des raisons professionnelles. Les voyages où on avait tendance à prendre le premier avion le matin et le dernier le soir, peut-être que cela, en fonction du degré évidemment, hein, on va dire du degré stratégique de certaines réunions, ça ne va plus être aussi systématique. On a aussi cette notion de bien-être des employés, où peut-être qu'on va voyager moins, mais avec des budgets qui seront quand même raisonnables. On va offrir des meilleures conditions de voyage à ses employés. Donc, je pense que d'une manière générale, va y avoir cette bienveillance qui va dominer. Et aussi pour les entreprises, ce que je vois beaucoup, les conversations qui commencent à poindre, c'est que le budget ne sera plus forcément le critère numéro 1 lors d'un voyage, mais c'est surtout la sécurité et puis le bien-être des employés. Écoute, oui, effectivement, je pense que comme toi, dans toute crise, il y a du bon, il y aura une prise de conscience et sans doute que demain, on voyagera un peu plus intelligemment, entre guillemets. Dernière question, à titre plus personnel, quels sont tes projets, ta prochaine destination, même si là, il est peut-être difficile de se projeter à l'heure actuelle, mais voilà, après Dubaï. Alors, moi, j'ai un point faible pour l'Amérique latine et j'ai pour projet de travailler et de m'installer en Colombie pendant un petit moment. Donc, peut-être l'an prochain, si les conditions sont meilleures, qui sait. Mais l'Amérique latine, c'est mon point faible, j'avoue. Ah oui, super, j'ai entendu que du bien à propos de la Colombie, Ouais. une vraie destination de tendance. Donc, peut-être que l'an prochain, on se parlera depuis la Colombie, on verra. Qui sait, exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir donné cette bonne dose d'enthousiasme et de positive attitude. C'est toujours intéressant d'avoir des entrepreneurs qui ont une vision comme ça très éclairée. Donc, merci encore. Et puis, je te dis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, Maxime. Donc, merci à tous pour votre écoute et ce visionnage. Merci à l'équipe et à Aurélie. Donc, on a un premier commentaire de David Lucier. Peut-être que vous pouvez vous présenter pour expliquer un peu votre commentaire sur le Duty of Care. David explique que ce n'est pas qu'en France que le Duty of Care est très compliqué. David? Bon, en attendant que David revienne. Pas de souci.
Oui. En attendant que David prenne la parole, je veux bien aborder ça. Donc déjà, bonjour tout le monde, parce que bon, j'ai dit bonjour via la vidéo, mais pas en live. Donc, alors, effectivement, le duty of care, ce n'est pas une spécificité française, hein, c'est évidemment une contrainte que les entreprises ont au niveau mondial. Dans les discussions, même pré-Covid, notamment aux États-Unis, qui est le deuxième marché le plus gros du voyage d'affaires après la Chine, mais la Chine qui est domestique, c'est un thème qui revenait absolument dans toutes les conversations. Maintenant, dans un contexte de crise, il est encore plus dans les priorités parce que quand on parle à ces responsables voyage, les travel managers dans les entreprises, le duty of care est devenu même plus important que la négociation tarifaire auprès des prestataires, étant donné ce contexte de crise. Ce que je voulais dire par là, dans l'interview, c'est qu'en France, on a quand même une contrainte supplémentaire par rapport à ce duty of care, c'est que en cas de souci, voilà, si on est amené à aller devant un tribunal, la jurisprudence jusque-là a tendance à protéger plus les salariés que l'entreprise. Donc, les quelques cas, quand je discute avec des responsables sécurité ou voilà, des personnes dans ces sociétés qui sont responsables d'établir tous ces protocoles de sécurité, il y a une tendance à être beaucoup plus conservateur en France que par rapport aux autres pays. Aux États-Unis, par exemple, on va signer une décharge. Voilà, je pars ce week-end, voilà, en cas de souci, c'est ma propre responsabilité. Devant un tribunal, ça a tendance à beaucoup plus faire foi. En France, c'est pas la même. Donc, effectivement, duty of care, très contraignant pour tous, avec en France une petite cerise sur le gâteau qui est notre jurisprudence. Donc, c'est aussi pour ça que les entreprises ou même les travel managers qui sont en fait très progressistes ont parfois les mains liées parce que c'est assez compliqué de mettre des choses en place. Donc, j'espère, David, que ça adresse le point. Sinon, n'hésitez pas, si votre micro est bloqué, mettez un mot dans le chat et puis on s'occupera de tout ça. Merci Aurélie. On a aussi une petite discussion avec Muriel et Charles. Muriel nous explique, demande ce genre de vie, en fait, est-ce que ça ne correspond pas plutôt aux personnes qui ont la vingtaine? Comment on fait lorsqu'on a une famille? Et Charles nous explique que lui, pour lui, peut-être l'idée quand on a des enfants, c'est de se poser à un point d'attache. Mais il se pose la question de la retraite. Donc, du coup, ça fait un peu de thématique, mais est-ce que... Alors, c'est un point qui revient très souvent. Pour qui, en fait, c'est qui la cible? Pour qui ce mode de vie, finalement, il est? Moi, je pense franchement qu'il y a 3 marchés pour ces mutations. Le premier marché, vous en avez eu l'illustration, c'est des gens qui ont un profil similaire au mien. Effectivement, pas forcément d'attache, une liberté qui est à peu près sans limite, on va dire, où là, ça y est, on y go, il n'y a pas de problème. Le deuxième marché, ça va être les personnes dont les enfants sont indépendants, donc qui sont à l'université ou autre, mais qui, à partir du moment où les enfants sont indépendants, peuvent commencer aussi à parcourir le monde ou à être un peu plus flexibles. Ensuite, le troisième marché, c'est celui qui est en train de monter parce qu'on voit beaucoup de conversations autour de ça. C'est justement les familles et les couples ou les personnes, que ce soit monoparentales ou les couples, avec des enfants. Et en fait, moi, j'ai parlé à des gens qui, en ce moment, sont même sur la côte aux États-Unis avec leurs enfants qui font de l'e-learning. Et tout ça, ça va être rendu de plus en plus accessible quand on aura des plateformes d'éducation via de l'e-learning. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de commencer à réfléchir à comment rendre ça plus accessible aussi pour leurs salariés. Alors, est-ce que c'est facile? Non, ça c'est sûr que non. Mais il y a aussi des modèles qui sont en train d'être mis en place et des entreprises, encore une fois, les plus progressistes qui commencent à se poser la question d'aider leurs salariés à accomplir finalement ce genre d'objectif. Je veux bien intervenir aussi en complément, si ça ne pose pas de souci. Juste un témoignage par rapport à mon témoignage. Je suis plus âgé que toi, Aurélie.
J'ai 42 ans, mais pour répondre justement à la remarque de Muriel, voilà, juste un partage d'expérience. Voilà, j'ai 42 ans, donc je suis plus dans la vingtaine. Je suis à Lille actuellement, mais j'ai vécu 10 ans en Thaïlande. Je suis avec une compagne originaire des Philippines, avec un fiston, un beau-fils qui est des Philippines. On a vécu en Thaïlande, là on est en France. Peut-être que dans 3-4 ans, je serai au Portugal, aux Philippines ou en Namibie. J'ai la chance, alors plus difficile avec cette crise du Covid aujourd'hui, mais de faire une activité que je peux piloter d'un peu partout dans le monde. Ça fait partie aussi du domaine de l'activité dans le voyage. Le voyage aussi, c'est mon métier, hein, donc forcément c'est lié. Voilà, et j'ai une collaboratrice qui était basée à Bangkok, qui est actuellement en France et qui bientôt sera basée à Madagascar. Donc, en fait, aujourd'hui, avec qui j'ai toujours travaillé en télétravail. Donc, juste un témoignage pour dire qu'effectivement, après, ça dépend, c'est aussi un choix de vie, c'est peut-être pas pour tout le monde. La retraite, peut-être qu'à 42 ans, il faudrait que je commence à me poser la question, c'est peut-être un tort, mais c'est pas forcément mes préoccupations d'aujourd'hui. Je pense qu'avec les niveaux de retraite qu'il y a en France en plus, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est juste un avis très personnel, encore une fois, mais juste un témoignage, peut-être pour illustrer à mon modeste niveau que voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la vingtaine, mais qui peuvent aussi voyager en travaillant, être mobile, passer 3-4 ans dans un pays et 3-4 ans dans un autre pays, voilà, tout simplement. Je pense aussi, Maxime, et je suis complètement d'accord, et c'est vrai qu'un retour d'expérience, ça parle beaucoup plus, parce que j'ai pas d'enfant, donc forcément, ce que je vais dire là-dessus, ça sera forcément moins crédible, soyons honnêtes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de modèle tout fait. On est sur cette période transitoire où on a tout à définir finalement, on est presque sur une page blanche. Et tous ces processus, ils doivent être mis en place. Les entreprises aussi doivent se poser des questions sur le genre de talent qu'elles veulent aller attirer, sur les besoins de tout le monde. Et on n'est pas forcément obligé d'aller parcourir le monde et d'être un nomade à plein temps. On peut très bien avoir une attache, travailler de la maison, mais profiter de son déplacement professionnel peut-être pour être plutôt dans une logique blégeure ou partir un peu plus longtemps, peut-être 2 semaines, 3 semaines plutôt que 2 ou 3 jours. Donc voilà, à chacun de trouver son modèle finalement. Effectivement, c'est pas forcément un mode de vie pour tout le monde. Ça, je l'entends bien. Mais l'avantage, c'est que de plus en plus, même quand on a des enfants, on commence à pouvoir trouver des solutions. Merci Maxime et Aurélie. Alors, on a Myriam Plouznek qui nous explique qu'elle a créé avec son entreprise un modèle de Holyworking pour des salariés français. Est-ce que Myriam vous présenter un peu pour recontextualiser votre commentaire et expliquer un peu ceci à nos intervenants? Oui, bonjour Myriam Plouznek, donc enchantée. Merci pour ce webinaire. Effectivement, nous travaillons, on est plusieurs à l'écoute de la start-up. On est dans une start-up qui s'appelle Holyworking et on est vraiment complètement en cohérence avec le sujet du jour. On propose une innovation, alors RH, parce que moi, mon rôle dans cette start-up, effectivement, c'est l'interface avec les employeurs et avec les RH et le BizDev à l'international. Donc, on se situe vraiment sur une innovation qui est entre le RH et le tourisme, d'où notre intérêt de vous écouter, vous, acteurs du tourisme. L'idée, c'est effectivement qu'on a bâti vraiment, on est sur les préoccupations dont on parle aujourd'hui au départ. L'idée est venue fin 2019 dans l'esprit de Gaël Brisson, qui est le fondateur. Et on a bâti le cadre contractuel et juridique qui permet justement cette expatriation pour des salariés français. C'est un statut d'un nouveau genre qui va être entre le détachement au sens du contrat de travail et l'expatriation au sens de la sécurité sociale. Donc, on fournit effectivement tout ce cadre. Ça prend la forme d'un avenant au contrat de travail qui va délocaliser la mission de travail pendant 6 à 12 mois dans une destination alors de rêve, le rêve étant subjectif bien sûr. On a 4 destinations ouvertes qui attendent nos premiers Holyworkers qui se sont inscrits et qui attendent comme tout le monde l'ouverture des frontières.
Et on est sur une quinzaine d'autres pays à l'étude, parce qu'il y a aussi des problématiques. Alors, il y a effectivement ce statut d'un nouveau genre qui permet d'entrer dans le cadre juridique français au niveau du droit social, mais il y a aussi le cadre de l'immigration dans les pays, avec des modèles de visa qui doivent être appropriés à ce tourisme long terme. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on construit, c'est l'objet de tout notre travail. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça répond à un besoin et des salariés. C'est vraiment un projet perso du salarié, et ça répond de l'autre côté pour certains secteurs d'activité à des recherches de fidélisation et de recrutement de jeunes talents qui peuvent être assez volatiles, qui ont des envies de bouger. Voilà. Bah déjà, top d'avoir mis en place cette initiative. Je trouve ça vraiment bien. Ça permet d'avoir un cadre légal et puis de faire ça, finalement, pour les entreprises, d'être accompagnées. Vous avez aussi mentionné quelque chose qui est très important, c'est les visas. Et on commence à le voir venir, surtout l'Europe commence, il y a la Croatie qui vient de mettre en place là, un visa long terme de 12 mois pour les gens qui voudraient travailler depuis la Croatie et où on ne paye pas d'impôts. Parce que l'autre question, la grande question pour les entreprises, là, c'est la taxation. Parce qu'il y a aussi le fait que… Là, je parle vraiment des employés, parce qu'on a aussi deux profils de nomades, on va dire, de corporate nomades, comme on les appelle. Il y a le profil des plutôt freelance, indépendants, où là, la question ne se pose pas forcément, c'est beaucoup plus facile de le gérer. Mais il y a aussi tout ce pan, et c'est ça qui va accélérer cette tendance, c'est les salariés, les employés. Et pour une entreprise, en fait, par rapport à un contrat de travail, si on a des employés qui travaillent, par exemple, plus de 3 mois dans une certaine société, on peut être éligible à payer des taxes. Donc, au-delà du visa, il y a aussi la question taxe. Donc, ça fait partie de tout le cadre législatif, de toute la plomberie qu'il va falloir commencer à dépoussiérer pour que ce genre de méthode de travail puisse se faire beaucoup plus facilement. Effectivement. Et c'est vrai que c'est une problématique effectivement qu'on accompagne. Ça fait partie du modèle, donc on accompagne vraiment de A à Z tout le projet d'expatriation, ouais, avec une vocation expérientielle, parce qu'on accompagne aussi l'expatrié, parce que c'est un court temps de séjour, donc on facilite l'expérience immersive avec des accompagnateurs qu'on appelle les Holy Coach, qui sont sur place dans les pays pour accueillir, pour ouvrir les réseaux associatifs, pour rechercher les écoles, pour vraiment que cette expérience-là soit la plus bénéfique en un temps record. Voilà. D'accord. Bien, ce que je commence à voir aussi de plus en plus, on a… avec mon équipe, on a en fait un genre de marque parapluie. On est chacun à notre compte. Donc, on travaille en tant que consultant et on associe nos expertises pour certains clients. Il y a un de nos clients, on est sous NDA, je ne peux pas citer le nom, mais ils sont basés au UK et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un souci de rétention personnelle. Donc, notre travail, ça a aussi été de comprendre… qu'est-ce qui se passait, pourquoi, quelles étaient les frustrations par rapport à la politique voyage, etc. Et on s'est rendu compte que les gens adoreraient aussi, pourquoi pas, faire des swaps de bureaux, parce que c'est une entreprise qui a des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, ils ont commencé à réfléchir, à mettre en place, par exemple, moi, je suis basée à Londres, j'ai envie d'aller bosser dans le bureau de Sydney pendant 6 mois. Et petit à petit, ils ont commencé à mettre ça en place, donc à regarder avec les RH, avec la partie taxe, comment mettre ce genre de choses en place. Donc ces réflexions, surtout pour des multinationales et pour des talents qui ont envie de voir le monde, c'est quelque chose qui va devenir, je pense, aussi de plus en plus systématique. Donc, c'est aussi un peu en phase avec ce que vous proposez chez Hollyworking pour des entreprises qui n'auraient pas forcément aussi ces bureaux au niveau mondial. Voilà, non, c'est vraiment, on est en totale cohérence. Voilà, ce sont effectivement
tous les sujets qu'on essaye de balayer pour rassurer les employeurs et pour leur donner un petit boost marque employeur, effectivement, qui est très important. On a un bon accueil, effectivement, de ce côté-là. Donc, merci en tous les cas. Merci beaucoup. Merci Myriam. Merci. Pardon. Pardon. Non, pardon. Non, mais si je peux me permettre aussi, je trouve que c'est vraiment une super initiative. Donc, bravo Myriam pour cette startup Holyworking qui, me semble-t-il, semble très prometteuse. Pourquoi? Parce qu'elle répond à un besoin. En général, les startups qui réussissent, c'est qu'elles ont identifié une pain en anglais et qui répondent à des vrais besoins. Et on voit bien qu'en fait, il y a un vrai marché, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces changements sociétaux, ces changements des manières de façon de voyager et de travailler et tout ce qui est lié, en fait, va créer des nouveaux métiers. Et donc, je pense qu'on en est qu'au tout début. Mais c'est génial d'avoir ce type de service d'accompagnement qui commence à se mettre en place, en tout cas, et qui répondent à toutes ces problématiques. Donc, super. Non, merci, Maxime. Je vois que Karine de l'OT des Bahamas est parmi nous. Et c'est vrai que les Bahamas, c'est une des premières destinations à avoir annoncé leur visa remote work, avant Dubaï d'ailleurs, parce que Dubaï, ils ont fait ça en octobre. Donc, je ne sais pas si vous avez un micro, Karine, mais je serais en fait très curieuse d'avoir votre retour d'expérience là-dessus, ou s'il y a eu un engouement pour ce visa et qui vous a sollicité en fait, quel type de profil? Bonjour à tous. Ah ben voilà, le fond d'écran qui va bien. Voilà, oui. Je ne suis pas aux Bahamas, mais bien à Paris, malheureusement. Mais il faut se projeter un peu. Bravo Aurélie et tous pour cette intervention, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que j'ai rebondi un peu. Bien Effectivement, le ministère, les Bahamas sont ouvertes complètement à toutes les destinations depuis le 1er novembre 2020. On a fait une première mini-ouverture au mois de juillet. Après, il y a eu une petite deuxième vague aux Bahamas de cas de Covid qu'ils ont voulu régler avant de réouvrir complètement, ce qui a été fait, et toutes les nationalités sont les bienvenues. On a juste un problème pour l'instant, toujours pour les Européens, c'est qu'on n'a pas de vol pour y aller, malheureusement. C'est bien le problème. Donc, on attend avec impatience, mais c'est en train de se décoincer un peu on espère, pour à partir de juin, on va dire, et le début de l'été. Le programme a été mis en place parce que les Bahamas, ce sont les grands espaces. C'est un archipel qui fait 1200 km. On a 700 îles regroupées en 16 destinations. Les hébergements sont très étalés. Il y a une protection de l'environnement qui est là depuis Délus, puisqu'on a été le premier pays au monde à classer un espace naturel sous-marin et terrestre en 1958. Mais pour faire court, il y a énormément de possibilités d'hébergement, que ça soit en location dans des hôtels, villas longue durée, appartements, où on peut s'installer, et le ministère a mis à profit effectivement la possibilité, puisque les Bahamas aussi sont proches des États-Unis, même si elles ne sont pas américaines, elles sont indépendantes depuis 1973, à profit de très bonnes connexions, Internet, etc., un bon équipement, pour proposer effectivement une forme de séjour long, entre 3, 6, jusqu'à 1 an, jusqu'à 12 mois. Le visa est inclus. Donc à des prix, parce que normalement pour les expatriés, c'est quand même, les coûts de visa de travail sont très chers, et donc là c'est une possibilité donc de séjourner aux Bahamas pour ses études ou pour son travail, effectivement longue durée, qui est très intéressante. Donc ça a profité dans un premier temps aux Américains, Canadiens et tous ceux qui pouvaient aller aux Bahamas facilement. Voilà, depuis la proposition, ça a vraiment démarré au 1er janvier, on va dire, autour de Noël, où il y a vraiment eu le début. Et j'espère qu'on va pouvoir, nous, on va le mettre en avant donc de plus en plus, dès qu'on aura effectivement une possibilité de vol avérée pour se rendre aux Bahamas. Et donc, voilà. Et donc, j'ai contacté effectivement Myriam à la suite de son exposé pour lui dire on peut se parler et voir comment effectivement dans le cadre de Holyworking, les Bahamas pourraient faire partie de ces propositions.
Très bien. Je suis ça de très près. Je trouve ça Moi très aussi. intéressant que Merci. les destinations, donc que les gouvernements, parce que c'est essentiel Oui. qu'il y ait une collaboration entre les gouvernements et les acteurs du privé. On n'a pas été très bon jusque-là dans notre industrie pour faire ça. Et je trouve ça fascinant, ce qui est en train de se passer. Dubaï aussi, ils sont à fond là-dessus, là. Oui. Donc, c'est très intéressant. J'ai eu des contacts avec l'Office de tourisme ici. Ils veulent attirer aussi de plus en plus de business et des entrepreneurs. Et puis, ils ont une politique zéro taxe. Donc, ils ont compris les opportunités. La Croatie, pareil. La Thaïlande, j'ai entendu, est en train aussi de réfléchir à Oui, ce la genre de visa à long Dominique. terme. Absolument. Donc, c'est très intéressant, surtout quand on regarde finalement le PIB généré, même le PNB généré par le tourisme dans ce genre de destination, il est quand même pas négligeable. Et non. Donc, c'est quelque chose qui pourrait complètement booster le secteur. Oui, oui, tout à fait. Les Bahamas, c'est 50%, le tourisme, pour le PIB. Donc, c'est extrêmement important. Merci Karine pour De rien. l'intervention. Et merci Aurélie pour vos échanges sur le sujet. Je reprends juste la main parce qu'on a loupé quelques questions. Il y a Michael Sayad qui, là c'est une question un peu plus personnelle sur Aurélie, qui demande aujourd'hui quelles sont les missions que vous avez malgré la crise du Covid et si vous pouvez en vivre. Alors, question très légitime. L'an dernier, c'était horrible. Soyons honnêtes. Je pense qu'on a tous vécu à peu près la même année. Alors, l'avantage, c'est que je travaille avec un pôle de clients qui sont très progressistes. Donc, les missions que j'ai, alors toute la partie événementielle, elle a été annulée, disons-le franchement. Et 80% de mes déplacements pro, notamment en Europe, c'était pour des conférences. Donc, que ce soit des petits workshops, des conseils d'administration ou des plus grosses conférences. Malheureusement, le présentiel, c'était plus à l'ordre du jour. Donc, on a eu une partie de ces engagements qui ont pivoté en ligne. Donc ça, c'est une partie de mon activité que j'ai pu conserver tout en m'adaptant, comme tout le monde, finalement, aux circonstances. Ensuite, la deuxième partie, elle est plus sur la partie produit, parce que j'ai cette grosse passion pour l'innovation et la technologie. Et j'ai parmi mon pôle de clients des gens qui ont réussi à faire des levées de fonds. Et ça rejoint aussi une question que j'ai vue, je crois, de David, sur notamment sur les outils. Les prestataires informatiques, beaucoup sont en train de préparer la suite. Donc, ils sont en train de développer des nouvelles fonctionnalités. Quels sont les nouveaux besoins pour préparer le retour du voyage par rapport à tous ces nouvelles méthodes de voyage qu'on aborde. Donc, j'ai beaucoup de contacts avec, que ce soit des agents de voyage ou des systèmes de réservation, que ce soit loisirs ou affaires. Ils sont en train de se poser la question sur qu'est-ce qui a besoin peut-être d'être digitalisé, qu'est-ce qui était là avant la crise, mais qu'il faut résoudre maintenant. L'avantage, c'est que c'est difficile de changer les roues d'une voiture ou d'une voiture qui est à pleine vitesse. C'est plus facile quand la voiture elle est à une vitesse beaucoup plus lente de commencer à changer les choses. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Après, sur la pure partie voyage d'affaires, le consulting, avec mon équipe, on accompagne tous ces responsables voyage dans les entreprises à préparer le retour. C'est-à-dire, l'an dernier, on a mis en place un framework, une méthodologie pour les aider à mettre en place une politique intermédiaire, qui est en fait une équation de quel est mon degré, moi, en tant qu'entreprise, de ce qu'on appelle en anglais le company readiness. Est-ce que moi, je suis prête en tant qu'entreprise par rapport à mes process et à mes politiques à la reprise du voyage? Ensuite, quid de mes collaborateurs? Est-ce qu'eux, ils sont prêts? Mais aussi, et on l'a mentionné tout à l'heure avec Karine des Bahamas, qu'en est-il de la permissibilité du gouvernement? Donc, c'est entreprise, employé, gouvernement. Donc, c'est cette équation qu'aujourd'hui, tous les travel managers sont en train d'essayer de résoudre pour mettre en place cette pop-up policy. Et là, depuis le début de l'année, on en est sur finalement, c'est quoi la raison d'être du voyage? Pourquoi je voyage?
Jusque-là, on était surtout focus sur le comment. En fait, comment est-ce que je mets en place, que ce soit loisir ou affaire d'ailleurs. Maintenant, c'est quoi la raison d'être du voyage. Donc là-dessus, c'est pareil avec mon équipe, comme en fait, on est un collectif de consultants, on a développé une méthodologie et on accompagne les entreprises à travers 22 différentes méthodes, différentes raisons de voyage. On les encourage à faire un travail de finalement, et si tout passait en virtuel par défaut? Où est-ce que se situe la valeur et la valeur ajoutée de se rencontrer en face à face? Et on a en fait trois grandes catégories de voyages. C'est tout ce qui est organisationnel. Donc, autrement dit, à l'époque, c'était les voyages internes, finalement. Tout ce qui est direction, conseil d'administration, audit, toutes ces choses-là. Le deuxième bucket, c'est tout ce qui va être plutôt client. Donc, le BizDev, les ventes, l'account management, donc les clients existants, les clients qu'on va aller chercher, y compris sur les salons. Et le troisième, c'est les gens, l'humain. Tout ce qui est team building, mais aussi tout ce qui est recrutement et voyage vraiment à titre individuel, culture d'entreprise, typiquement ce qu'on disait, les politiques Blazer, toutes ces choses-là. Donc, mon activité aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir une partie encore très active, c'est que je travaille avec tous ces gens qui cherchent à préparer le futur finalement. Donc, j'espère que ça répond à la question. J'ai eu beaucoup de choses qui ont été placées dans cette réponse. Mais effectivement, il y a quand même une baisse d'activité, c'est sûr, par rapport aux volumes qui ont baissé. Mais on s'accroche. Et surtout, on fait tout, notamment aussi avec notre équipe. On a mis à disposition ces méthodologies gratuitement pour l'industrie parce qu'on veut vraiment accompagner le retour. Donc, produire du contenu et donner le plus de conseils qu'on peut. D'accord, merci Aurélie. Alors, on a une autre question de Karine qui explique que quand on parle uniquement français, Ouais. il y a d'autres langues, comment on fait? Et elle pose également la question des métiers physiques comme électricien, chargé d'affaires. Est-ce que c'est possible pour ces métiers-là? Et on a Christophe qui complète, quel type de métiers du tourisme peuvent aussi se permettre le Blazer ou télétravel? D'accord. Alors, la toute première question, c'était… Sur les langues. Voilà les langues. Alors, mon top conseil, pour moi, l'anglais, c'est la voie royale. Par contre, si on ne parle pas anglais, déjà, on peut commencer à l'apprendre. Tout doucement, il y a pas mal d'apps qui permettent de le faire. Et peut-être, si vous avez envie de voyager, commencez par des pays francophones ou des pays, ceux qui sont ouverts, bien sûr, hein, où il y a des vols, on a le droit de voyager en suivant les recommandations publiques. Mais voilà, un début serait peut-être de commencer dans une destination à tendance un peu plus francophone, pour tremper un peu les doigts de pied, voir comment on se sent. Et puis, pourquoi pas prendre des cours ou en profiter de partir dans un pays anglophone où on prend des cours, justement, parce que quand on est en immersion totale dans un pays où la langue principale, c'est l'anglais, c'est peut-être aussi une super bonne opportunité de prendre des cours. Il y a beaucoup de personnes, quand j'étais au Guatemala, par exemple, à Antigua, il y a beaucoup d'Américains qui voyagent là-bas parce qu'ils prennent aussi des cours d'espagnol. La ville est très, très connue pour dispenser les cours d'espagnol. Après, il y a aussi des groupes Facebook, des groupes de voyageurs, d'expats qui vous permettent de se rencontrer ou peut-être regarder où il y a des communautés françaises, peut-être d'expatriés ou de voyageurs pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Mais mon top conseil, ce serait de se mettre à l'anglais au moins, parce que l'anglais, c'est un peu la voie royale en fait. Ensuite, sur les différents métiers, oui, effectivement, tous les métiers ne s'y prêtent pas forcément. Ça, c'est aussi une réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, il y a Citi, donc la banque, qui a publié leur méthodologie et comment eux voient le futur du travail. Et en fait, ils ont défini 3 grandes catégories au sein de leurs employés.
il y a tout ce qui est le modèle hybride, où il va y avoir des employés qui vont aller au bureau 3 jours par semaine. Ensuite, ils ont ce qu'ils appellent les résidents. Les résidents, c'est tous ces métiers qui ne peuvent pas forcément exercer à distance, donc qui vont rester plutôt à dominante bureau ou autre, si on se place dans un exemple comme électricien. Et la partie remote. Donc, on a hybride, on a résident et on a remote. Donc, ils sont aussi en train de créer des jobs complètement à distance. Donc, au sein d'une société même, on peut avoir ces 3 différents profils. Après, l'avantage, et là, encore une fois, là, je m'enflamme un peu, personne n'a de boule de cristal, mais soyons optimistes. On peut aussi imaginer, voilà, si on est, par exemple, électricien ou autre, on parlait du modèle tout à l'heure de Holyworking, peut-être imaginer, je ne sais pas, pendant 2 semaines, 1 mois ou autre, on va faire son métier, mais à l'étranger. Peut-être qu'il y a peut-être un marché à prendre là aussi. Voilà, j'ai une compétence, j'ai une compétence qui nécessite d'être sur place, évidemment, parce que je fais des dépannages, je fais ce genre de choses, mais j'ai envie de voyager. Qui sait, idée de business à monter, qui rassemble le voyage avec des métiers qui ne permettent pas forcément de le faire à distance. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, Célia, je t'en prie. J'y pense, et je disais, il y a certains coiffeurs, par exemple, qui font des PVT. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais exactement. International. Les tatoueurs aussi, par exemple, ils font ça, ils sont guests ou même les coachs de fitness. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc, peut-être, oui, idée de business, en fait, qui sait. Mais oui, effectivement, la réalité, c'est très juste aussi de le dire, ce n'est pas pour tous les métiers encore à ce jour. Excusez-moi si je peux intervenir et compléter ce que vous venez de dire. Tu as raison, Aurélie, ce n'est pas tous les métiers, mais je pense que la première phase, c'est l'envie. Celui ou celle qui a envie de vivre cette expérience, il peut être boulanger, par exemple, et justement, non seulement exporter son savoir-faire, mais en même temps, découvrir aussi la façon de faire du pain ailleurs. Donc, je pense que c'est d'abord l'envie, moins que les… Bon, bien sûr, quand on n'est pas dans le monde des bisounours, mais voilà, s'il y a l'envie, je pense qu'effectivement, on est en train d'assister à une évolution, voire une révolution aussi de tout ça, quoi. J'étais au Web Summit, la dernière édition physique à Lisbonne, et il y avait un intervenant qui disait que tous les 10 ans, donc on est sur des cycles de 10 ans, il faut qu'on revoie quasiment l'ensemble de notre pôle de compétences. Et ça m'a beaucoup marqué, notamment, et je le vois aussi parce que voilà, moi j'ai 34 ans, donc j'arrive aussi à une phase dans ma vie pro qui est un peu charnière finalement, où je me rends compte, parce que je suis beaucoup en contact aussi avec les toutes nouvelles générations qui entrent dans le monde du travail, donc la génération Z, il y a des différences en termes de compétences, de façon de penser. Et effectivement, cette période charnière de 10 ans où on doit revoir quasiment la totalité de ses compétences ou de sa façon de penser m'a beaucoup marquée. On a Caroline qui évoque aussi d'apprendre une langue sur le terrain, en allant sur place dans un contexte professionnel. En fait, c'est le mieux à faire. Moi, quand j'étais en Amérique latine, en Amérique centrale, alors je parle espagnol, mais j'ai clairement amélioré aussi beaucoup mon espagnol. Surtout en Colombie, ils ont beaucoup de vocabulaire qui est propre à la Colombie. Et quand vous commencez à le parler, vous vous faites énormément de connaissances sur place. C'est beaucoup plus facile pour avoir une super expérience sur place. Et pas uniquement rester dans un contexte où on parle à d'autres expats ou à d'autres voyageurs, mais vraiment aller voir les locaux. On parlait de voyager avec un meilleur impact. Là, on est typiquement sur un exemple. J'essaye aussi toujours d'aller dans des restaurants qui sont tenus par des locaux, de me renseigner un peu, demander autour, alors c'est où, j'arrête même des gens dans la rue, même à New York, je demande c'est où que vous allez manger la pizza. Voilà, en fait, c'est comme ça, c'est un peu faire tourner. Alors c'est bien, il y a des expats qui ont des business aussi à l'étranger, mais c'est bien de commencer à réfléchir un peu à ça, comment je peux aider la communauté locale aussi. On avait aussi une question d'Éric concernant les agences de voyage. Oui.
Est-ce qu'elles vont devoir s'adapter dans leur organisation et leur process, mais aussi leurs outils du coup, pour répondre aux besoins de Blazer et à savoir gommer la frontière en fait entre les agences de voyage d'affaires et les agences de voyage leisure? Alors, ça, c'est bien parce que ça recouple aussi une question de David que j'ai effleurée, mais où je n'ai pas répondu. Donc, merci pour le rappel. Donc, oui, moi, ça fait 7 ans que j'en parle. Aujourd'hui, ce qui est super intéressant, et c'est aussi une tendance de digitalisation. Je vois une autre question, effectivement, sur la techno et les tendances de digitalisation. Personnellement, mais ça n'engage que moi, hein, mais il y a aussi une fonctionnalité clé, c'est si j'ai une plateforme dans laquelle je peux aller réserver des voyages professionnels, pourquoi je ne peux pas aller réserver un voyage personnel? Je veux dire, je suis une entreprise, on parlait de marque employeur, même si je permets à mes collaborateurs de réserver même leur voyage perso, aujourd'hui, je veux dire, c'est normal. On va sur n'importe quelle app, on peut avoir plusieurs méthodes de paiement. On peut en fait basculer entre son profil perso, son profil pro. Donc ça, déjà, ce serait un premier pas. Vers aussi, on parlait du duty of care. Là, je coche la case parce que je sais où mes employés sont, en fait. Parce que c'est aussi le gros problème du Blazer, c'est de ne pas pouvoir tracer exactement où sont mes collaborateurs s'il se passe quoi que ce soit. Ça permettrait peut-être aussi aux assurances, finalement, de suivre parce qu'on a aussi des produits assurances aujourd'hui qui ne suivent pas forcément. Donc, petit message, si nous avons des assureurs dans l'audience ou qui nous écoutent, j'adorerais avoir cette conversation à ce niveau-là. Parce que je suis persuadée que les employés, vous leur dites, vous payez 50 € de votre poche, je dis n'importe quoi, hein. Vous payez 50 € de votre poche tous les mois, mais vous avez plus de liberté. Franchement, il y a beaucoup de monde qui accepterait, à mon avis. Et ça soulagerait beaucoup les entreprises. Donc, je pense que oui, cette frontière, elle va de plus en plus s'évaporer. La grosse difficulté, c'est quand on est une grosse entreprise qui gère des dizaines de milliers de voyageurs tous les mois, c'est qu'à un moment, il faut des process qui soient très solides derrière pour pouvoir honorer d'une part ces contrats ou ces prestataires préférentiels, mais aussi derrière contrôler les dépenses et ces systèmes d'approbation. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est aussi en train un petit peu d'être remis à plat. On parlait des tendances de digitalisation, il y a l'automatisation qui revient beaucoup, à savoir si je suis capable de connaître les différentes tendances de voyage ou les habitudes de voyage ou qu'est-ce que j'ai l'habitude de réserver, combien ça coûte. C'est quelque chose que je vais peut-être pouvoir automatiquement approuver plutôt que d'aller passer par des approbateurs, l'approbateur 1, 2, 3, 4. Il y a les moyens de paiement qui sont de plus en plus liés aux outils de réservation et à la gestion des notes de frais pour éviter d'avoir un collaborateur à remplir des notes de frais alors que toutes les données sont déjà ici. Donc, tout est présent sur un même écosystème. Après, si je suis vraiment très orientée loisir, c'est intéressant parce qu'ils s'y mettent au kayak. L'an dernier, ils ont lancé Kayak for Business, qui va correspondre peut-être à des cibles un peu plus SMI, PME. Donc, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y avait ces frontières qui sont très poreuses. Egencia, par exemple, s'appuie aussi sur toute la plateforme d'Expedia, mais on ne le voit pas forcément quand on utilise la partie voyage d'affaires de l'entreprise. Il y a des boîtes comme TripActions, TravelPerk qui sont vraiment aussi positionnées sur ce secteur-là. TripActions ne s'en cache pas, ils le disent, ils permettent aux collaborateurs de réserver un voyage personnel. Booking.com, vous pouvez switcher facilement entre pro et perso. Uber, Captain, maintenant FreeNow le permet aussi. Donc, c'est clairement une tendance. Après, là où effectivement les conversations doivent se faire, c'est sur le technologiquement parlant, on peut le faire, la techno est là, mais les process et les mentalités, elles n'y sont pas encore tout à fait. Donc c'est là où l'effort doit être fait. Si je peux me permettre aussi une petite remarque en commentaire par rapport à la question d'Éric, justement, sur les agences de voyage. Alors, je sais qu'Éric est très à l'écoute de ses clients. On parle beaucoup d'expérience client. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que pour une agence de voyage, c'est simplement être à l'écoute
de ces voyageurs. Il y a beaucoup plus de voyageurs qu'on ne pense qui souhaitent faire du pleasure ou qui le font déjà d'une certaine manière, sans forcément mettre un nom dessus, et des voyageurs qui ne s'attendent pas à ce qu'une agence de voyage puisse leur proposer ce genre d'expérience. Moi, très modestement, à mon niveau, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais voilà, j'ai créé un service qui permet à l'autre bout du monde de proposer ce genre d'activité. Mais voilà, on a des grands acteurs du tourisme qui sont dans le tourisme plutôt d'agrément et de loisirs. Je prends l'exemple de Voyageurs du Monde, qui propose un service de fixeur, par exemple, qui permet à des voyageurs légers d'apporter une touche business ou de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions pour des mêmes métiers ou d'organiser des business trips / loisirs à destination qui ne sont pas forcément faisables toujours via le réceptif classique, parce que ce n'est pas toujours leur ADN de mettre en place ce genre de service. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et voilà, mais effectivement, il faut simplement être encore plus à l'écoute des voyageurs et leur faire savoir que ce type de services sont possibles aujourd'hui, en passant par une agence. Je suis complètement d'accord. Je pense que là où la valeur ajoutée d'une agence va être, c'est de proposer cet écosystème de prestataires de services pour pouvoir accompagner chaque voyageur. Je vois par exemple dans les commentaires, on a voilà, plutôt que de proposer, Eric qui nous dit plutôt que de proposer des détours, les entreprises du tourisme ne pourraient-elles proposer des semaines de télétravail davantage en immersion dans les destinations. C'est là où, par exemple, une agence de voyage pourrait accompagner à l'organisation de ce genre de choses. Ou voilà, on le mentionnait tout à l'heure, apprendre une langue. Tous ces services aussi qui ne sont pas directement liés au travel, mais dont le travel est le noyau. C'est là que la valeur ajoutée d'une agence va aussi être plutôt sortir du transactionnel, sortir de la résa pure et aller dans la personnalisation et aider les entreprises, aider par exemple les voyageurs à personnaliser leur voyage. Et tout n'est pas, la technologie n'est pas forcément la réponse systématique. La technologie, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Donc, on peut très bien avoir la technologie qui facilite ce genre de choses, mais après, le contact humain, je pense que c'est aussi la différence et c'est là où des modèles hybrides seraient intéressants aussi. Parce qu'il va aussi y avoir des profils qui vont vouloir faire le maximum via une app ou autre, et à un moment, pouvoir parler à un interlocuteur pour la mise en place finalement. Mais c'est là où je pense que c'est intéressant de réfléchir à l'usage de la technologie. Pourquoi j'ai besoin de la technologie? Qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire par rapport à mon objectif? Merci pour ces données, Aurélie. J'avais loupé une petite question. Merci Malika de l'avoir rappelé. Désolée. Si jamais on en loupe, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Frédéric Haas, qui a pour projet de créer un co-living rural au Pays Basque. Est-ce que vous souhaitez en quelques secondes expliquer votre projet pour ensuite en discuter ensemble, Frédéric? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Allez-y. Enchanté, merci beaucoup pour ce webinaire. Alors pour résumer en quelques mots, effectivement, nous, on est un couple de trentenaires et on a une certaine... on a l'envie, en fait, de s'installer en milieu rural pour différentes raisons personnelles liées à la crise écologique et environnementale notamment, et puis aussi à une manière de vivre un peu plus en lien avec la nature, avec un mode de vie, un rythme de vie un peu plus lent. Et en même temps, on a envie de rester connecté au monde, aux rencontres, à une mixité sociale. Donc, d'où est née l'idée d'un co-living en milieu rural qui permettrait de proposer à des freelances ou à des salariés, effectivement les deux catégories pouvaient être des cibles, de venir travailler et en même temps de prendre le temps, effectivement, de par exemple aller rencontrer les habitants du village, de passer une demi-journée dans une exploitation agricole, ce genre de choses. Et je me demandais, le co-living, ça se développe beaucoup, mais effectivement, on en parle aussi ici beaucoup en lien avec le voyage exotique, aux Bahamas ou autre. Qu'en est-il en France, en lien effectivement avec la crise écologique? On sait que si on veut atteindre les 2 tonnes de carbone par personne, l'aviation, c'est plus envisageable en fait, vu le caractère assez inégalitaire de ce mode de transport. Donc voilà, en termes de juridique, en termes de sociologie, en termes de business model, qu'est-ce que vous percevez de votre point de vue?
Merci beaucoup. Alors déjà, je trouve que c'est super de développer ça en France. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'appétence, notamment pour des gens qui n'auraient pas forcément envie de parcourir le monde. Tout à l'heure, on parlait, et si je ne parle pas anglais, voilà, on a une solution aussi, c'est d'aller s'aérer peut-être et de partir ailleurs en France. Ensuite, ça faciliterait peut-être aussi les choses, peut-être même pour les gens qui ont des enfants. Et même, je ne sais pas si vous prévoyez d'accueillir des étrangers aussi. Et je pense que c'est une super bonne manière de montrer aussi autre chose de la France que Paris, quoi. Pour être ouvert gratuitement aux étrangers, nous, surtout, ce qu'on avait envie, ce qui nous tient à cœur, c'est une certaine mixité sociale et culturelle. Donc, on avait aussi envie d'accueillir, par exemple, des artistes en résidence ou des demandeurs d'asile qui sont en attente de leur titre de séjour ou des woofers qui viennent de se former à l'agroécologie. Voilà, pour vraiment mixer les publics. Je trouve que ça fait un très bon mix de voyager avec un meilleur impact, s'immerger, pas forcément avoir ce rôle uniquement du touriste. Ce que vous pouvez regarder pour vous inspirer un peu, c'est il y a le Madère qui a ouvert son premier voyage, cette offre, c'est un village pour digital nomades en fait. Alors, votre positionnement, il est un peu différent, mais regardez un peu comment ils ont construit, quelles ont été les mécaniques, et puis comment ils font leur promotion. Je pense que c'est peut-être un bon point de départ pour regarder un peu quel type de personnes ça attire. Ils ne sont pas donnés, par contre, ça c'est juste un avis personnel. Mais voilà, regardez un peu, ça permet de s'inspirer. Et je pense que vous avez raison, il y a aussi beaucoup de gens, moi je connais plein de gens qui sont partis bosser depuis la Bretagne ou depuis la côte pour éviter d'être bloqués dans un appartement, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais travailler de la maison en contexte de pandémie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. On l'a abordé dans la vidéo. Mais certaines personnes vivent aussi dans des plus petits appartements. Donc, on en est sur des mécaniques qui sont parfois compliquées. Donc, pouvoir aussi souffler dans un co-living, ça peut être une très bonne opportunité de rester dans le pays si on a des attaches, tout en adoptant cette méthode de travail beaucoup plus flexible. Si je peux me permettre un petit commentaire aussi, j'ai pris quelques notes, Frédéric, aussi sur ce que vous disiez, et ça illustre bien, je trouve, le fait que de plus en plus de personnes souhaitent que un projet pro, finalement, devienne un vrai projet de vie. Ouais. Cette crise, je pense qu'on vit aujourd'hui, effectivement, a beaucoup boosté, va booster encore plus un retour vers les campagnes. Et des gens qui vont vouloir partager des tiers-lieux. Donc, l'idée du Fab Lab est de créer une communauté, en fait, avec une bonne connexion Internet en milieu rural, créer la convivialité, des interactions aussi, un réseau local, échanger des idées, parce qu'entre entrepreneurs, c'est aussi super sympa de pouvoir aller dans des lieux où on n'est pas isolé tout le temps chez soi et on peut aussi échanger justement avec d'autres entrepreneurs. Et je pense qu'en fait, ça contribue vraiment à votre projet, à une relance de l'économie locale, en fait, et des territoires, et qu'en fait, il y a vraiment une carte à jouer en allant approcher des élus locaux, en leur vendant votre concept de tiers-lieu, Fab Lab, coworking, etc. Et je pense vraiment qu'ils ont aussi, eux, un intérêt à aller booster, voire mettre des billes dans ce genre de projet, quoi. Merci beaucoup. On parlait aussi des genres de métiers dans le travel où on peut faire ça. Je me rends compte qu'on n'a pas abordé ça. Je pense, Maxime, typiquement, tu es un super exemple là-dessus par rapport à ton retour d'expérience aussi. Tu as bossé de la Thaïlande. Moi, je travaille aussi dans le voyage. On est une équipe de plus de 20 personnes. On n'a pas de bureau. On est une équipe virtuelle. Je pense qu'à peu près tous les métiers à peu près s'y portent. Sauf évidemment si vous avez un point de vente physique. Là, évidemment, il va falloir avoir une équipe pour accueillir des clients. Mais à part ça, je ne vois pas de grande objection à ne pas pouvoir exercer les métiers du travel à distance. Alors, j'avais été interpellée par Yacine qui avait une question
sur le télétravel. Yacine, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et parler du télétravel? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. Bonjour tout le monde. En effet, j'ai entendu beaucoup de choses très, très intéressantes. Et quand on avait commencé avec le télétravel au début de la crise, au tout début de la crise, et que Atout France a été assez gentil pour saluer cette innovation, on a entendu parler de Bléjur, on a entendu parler de différentes choses et tout ça. Et là, en gros, ce que je voulais signaler par rapport à ça, c'est que le télétravail, c'est aussi une opportunité d'apprendre quelque chose. Et on s'est aperçu que on pouvait être dans différents endroits, mais pas forcément que pour les gens qui ont des voyages d'affaires ou autres, pour pouvoir étendre ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça pouvait vraiment s'appliquer à beaucoup de gens. Et une des grosses difficultés, clairement, ça va être de voir un petit peu au niveau de la législation comment ça va pouvoir avancer. Donc, je pense qu'on a tous un rôle à jouer au niveau de nos politiques pour s'assurer qu'ils comprennent bien l'enjeu par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un qui viendrait télétravailler en France, qui ferait du télétravail en France, doit appliquer la législation française. Pour certaines compagnies anglaises ou pour certaines compagnies américaines, ça va être très compliqué de fonctionner dans ce sens-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai qu'on est dans un contexte assez étrange en ce qui concerne le télétravail, parce que on a bien entendu cette idée de travailler de la maison qui est vraiment compliquée, mais comme disait Aurélie tout à l'heure, une fois qu'on a fini de travailler, voilà, on n'a pas grand-chose à faire autour, les bars, les restaurants et tout ça sont fermés, et c'est pour ça qu'on a aussi un concept, enfin une plateforme qui s'appelle My Desk Away, parce que j'ai vraiment envie qu'on le voit ça aussi du point de vue de l'hôtelier, du point de vue des régions, du point de vue de ces territoires locaux. Parce que si on voit beaucoup les choses du point de vue du voyageur lui-même, voir si les jeunes vont vouloir voyager et profiter de ces opportunités pour être dans différents endroits pendant qu'ils travaillent. Mais on peut aussi s'imaginer que moi, par exemple, en ce moment, je suis près d'Avignon. On est à Carpentras et c'est une région qui a énormément de monde sur 2 mois, mais il y a tout un pan de l'économie qui n'est pas à l'arrêt, mais qui est vraiment au ralenti sur les autres périodes. Et ce qu'on a envie de faire, c'est d'expliquer que, au niveau de l'environnement, il est pertinent de venir à une période qui serait, par exemple, février, mars, avril. On a 25 degrés aujourd'hui. Donc, je crois que comme beaucoup en France. Donc, c'est très agréable. Mais pareil, par exemple, pour My Desk Away, ce qu'on va vouloir faire, c'est proposer à des collectivités locales qui ont une salle des fêtes, par exemple, qu'ils utilisent très, très rarement, ou tous ces hôtels ou tous ces cafés qui ont des moments d'activité qui sont en dehors des heures où les gens travaillent. On peut très bien s'imaginer un lobby qui va proposer le lobby d'un hôtel qui va accueillir quelqu'un pour venir télétravailler d'ici. Et justement, une des difficultés, une des problématiques que l'on a aujourd'hui, c'est que les espaces de coworking sont très souvent dans les grandes villes ou autres. Et le télétravail, pour nous, c'est aussi la redynamisation de ces territoires-là et un meilleur étalage non pas seulement du nombre de visiteurs dans le temps ou dans l'espace, mais aussi une meilleure répartition des richesses, parce que concrètement, ça veut dire que si on prend une destination qui est vraiment avec une grande saisonnalité, ces endroits-là vont pouvoir avoir des visiteurs plus au long de l'année, et ça va faire en sorte qu'il y ait plus de commerces et d'artisans ou de commerçants qui vont pouvoir travailler sur une période plus étalée. Totalement d'accord. C'est une manière finalement d'essayer de pallier à la saison basse, comme on dit, où on accueille plus des purs touristes en fait. Et je pense aussi que les gens qui vont vouloir adopter ce télétravel vont aussi vouloir découvrir on va dire l'intérieur des pays et pas uniquement, comme vous le mentionnez, Yacine, les grandes villes. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi, et d'où je sais qu'en France, notre président a aussi annoncé qu'il voulait vraiment avoir la 4G déployée sur l'ensemble du territoire pour améliorer les connectivités Internet également et la couverture du territoire. Mais en fait, tout ça, ça en fait partie. Et le problème, effectivement, des zones un peu plus rurales, c'est qu'on n'a pas encore cet écosystème. Donc là aussi, idée de business, c'est bien, on a des idées de business, en plus, en réfléchissant ensemble. Mais
les gens veulent de toute façon, ont cette volonté, et moi la première quand je voyage, de rencontrer des gens, rencontrer des pairs, voir la vraie vie, rencontrer d'autres voyageurs ou faire des connaissances sur place. Pour ne pas être qu'un simple touriste, en fait. Et je pense que cet écosystème, il y a quelque chose à faire pour accompagner les gens, pour les aider à s'installer quelque part, si je puis dire, plus facilement. Les élus, je pense qu'on parlait de cette collaboration tout à l'heure privé-public. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là aussi, je pense. C'est très correct. Enfin, on parlait tout à l'heure des technologies et de la place des technologies dans tout ça. En fait, je pense sincèrement que ça doit être un bon serviteur, mais enfin que c'est un bon serviteur mais un mauvais maître, un petit peu comme on aurait pu dire de l'argent à un moment. Et c'est pas inimportant. Par exemple, quand on va vouloir rencontrer des gens, et c'est vrai que quand on passe 3 mois quelque part, et c'est vraiment le but de ce qu'on veut faire, quand on passe 3 mois quelque part, on a des voisins, on rencontre des gens, on va recroiser des gens plusieurs fois, et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir commencer à découvrir ce que c'est qu'une culture. C'est vrai que idéalement c'est 20 ans, mais tout le monde n'a pas 20 ans à passer dans un pays, bien entendu, mais par contre, je trouve que quand on reste 2 semaines quelque part, on voit les différences avec ce qu'il y a chez nous, mais au bout d'un certain temps, on commence à vraiment voir un petit peu la destination et la culture sur place pour ce qu'elle est. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Tout à l'heure, on parlait par exemple de pourquoi on voyage. Et ben, si on revient à l'origine du voyage ou pourquoi on a voulu aller dans certains endroits, c'était certainement pas pour prendre 2 photos de la Tour Eiffel et de repartir. C'était pour découvrir une culture, pour bien découvrir des gens, des façons de penser. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont vécu dans des pays étrangers et on sait l'avantage et à quel point ça peut être intéressant de vivre ça. Mais je pense aussi que il va falloir faire en sorte que ça s'ouvre à beaucoup plus de gens. Et on s'est aperçu qu'on est tous victimes du même virus, qu'on est tous sur une même planète. Et au moment où, entre 2016 et 2020, on a eu des murs et des frontières qui se fermaient, je pense qu'il va être important aussi pour nous de se connecter un peu mieux les uns aux autres. Très bien. Merci. Merci Yacine et Aurélie. On va finir avec 2 dernières questions, puis ensuite on conclura. Donc, il y a une question de Lise qui redemande quel était le nom de la structure, Aurélie, dont tu as parlé sur les digital nomades, qui accueillent les digital nomades. Je ne sais pas si… Si je peux répondre, oui, c'est donc une ville à Madère qui s'appelle Porto Santo. Donc, pour répondre à Lise, c'est pas une ville artificielle qui a été créée pour accueillir uniquement des travailleurs nomades. C'est une ville qui existe avec des locaux. En fait. Et c'est une collaboration une collaboration qui a été effectuée justement entre secteur public et secteur privé. Et ils ont en fait un package qu'ils proposent à des gens qui veulent venir travailler là-bas. Donc, le lien est à disposition dans le chat, je pense, pour apporter un peu plus de détails. Oui, effectivement. Ouais. Ok, merci Romain. Merci Romain. Merci Aurélie. Et on a une question de Caroline Murtas qui demande justement, est-ce qu'un espace village de digital nomade n'est pas un peu exclusif ou en tout cas le risque d'une nouvelle fois créer un centre d'étrangers entre eux et pas assez immergé dans la population et dans la vie du pays. Après, c'est aussi une question personnelle, je pense, dans le sens où chacun… Tout à fait. Après, comme l'a spécifié Malika, ce n'est pas uniquement un village où on a quadrillé, où ici, il y a les digital nomades et là, il y a les autres. C'est surtout un… En fait, ce n'est pas forcément très différent, c'est du marketing aussi, c'est comme ça qu'ils le présentent, mais ce n'est pas forcément différent des concepts comme on peut le voir. Moi, par exemple, en Amérique latine, Amérique centrale, j'ai séjourné plusieurs fois, c'est un concept qui s'appelle Selina. Donc, c'est SELINA. Enfin, je ne travaille pas pour eux, hein, je ne fais pas de pub, c'est juste un partage d'expérience. C'est un mix de tout, si vous voulez. C'est du co-living / co-work / hostel / hôtel. Donc, en fait, on peut, si on veut, prendre une chambre privée, on peut avoir une chambre privée, mais une salle de bain, partager la salle de bain, etc., en fonction de son budget. Les coworks sont super solides, le Wi-Fi est très solide. Donc, je pense que derrière l'idée de ce genre d'offre, pour attirer cette population
digital nomade, c'est juste faire en sorte que donner aux travailleurs, aux télétraveleurs, hein, ça y est, on invente même des mots, mais donner aux télétraveleurs l'opportunité de travailler dans des conditions correctes, voilà, avec un Wi-Fi qui sera stable, etc., etc., etc. Je ne pense pas que l'idée derrière ces concepts soit vraiment de parquer et de séparer voilà, vraiment ces télétraveleurs avec les populations locales. Et après, par-dessus ça, effectivement, c'est aussi une question très personnelle. Si on a envie, on va aller voir, on va aller, évidemment, on va sortir de son hébergement et on va aller au contact des populations, on va aller s'immerger, on va faire ce qu'il faut. Et c'est là aussi ce que je disais, il va y avoir de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Même à titre personnel, quand je voyage, genre j'étais au Guatemala, c'était la première fois que j'y étais, même Belize, les infos, je les ai trouvées sur des groupes privés Facebook. Parce que les voyageurs partagent énormément entre eux. En ce moment, si vous êtes intéressé, regardez un peu sur Clubhouse. Il y a beaucoup de chats autour des digital nomades ou des gens du future of work, etc. Ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a dans la tête des gens. Il y a de plus en plus de gens aussi qui décident de partir en van. Enfin, il y avait quelqu'un sur un voilier qui posait la question sur la connectivité Internet. Donc, ça peut faire sourire, mais peut-être que ces questions, on va les avoir de plus en plus, en fait. Donc, mon point, c'est, je pense que ça revient au pourquoi on voyage. Pourquoi on voyage, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Et nous, en tant que prestataires de voyage, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens aient la meilleure expérience possible en proposant des bons services? Eh bien, merci Aurélie pour ta réponse. Avec plaisir. On va conclure. Pour les questions si jamais on n'a pas posé certaines de questions, mais il me semble qu'on a fait le tour, ne vous inquiétez pas, on va continuer à travailler sur ces sujets et on vous donnera rendez-vous notamment en septembre, mais je n'en dis pas plus. Je vais laisser à Aurélie et puis ensuite à l'équipe peut-être un petit mot de la fin. Et puis, sinon, je vous dis à tous un grand merci pour votre participation et vos échanges et à bientôt. Donc, Aurélie, je te laisse la parole. Alors, bon, Maxime, comme ça a commencé avec nous deux, je te propose de faire la boucle de fin. Oui, bah écoute, je vais pas être très galant, alors je vais commencer, puis je te laisserai vraiment terminer, à moins que Romain, Malika ou Delphine ne souhaitent ajouter quelque chose. Non, je dirais juste, voilà, j'ai relevé un commentaire qui a été précisé en tout début du chat, qui disait Aurélie, ton mode de vie donne envie. Voilà. Donc, peut-être que ça va susciter des vocations. En tout cas, non, vraiment un grand merci pour ces échanges extrêmement riches. On voit vraiment que c'est un sujet qui interpelle et qui interpelle notamment les professionnels du tourisme. C'est une très bonne chose. Et voilà, et puis vraiment au plaisir de pouvoir encore échanger avec toi. C'est vraiment passionnant et tu as une énergie très communicative. Donc, merci. Eh ben, ça fait plaisir, merci. Pour terminer, j'ai juste envie de vous partager quelques chiffres que j'ai notés. On n'a pas eu l'occasion de les aborder pendant le chat, mais je pense que c'est assez intéressant pour donner une idée de ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est Gartner qui a publié ça. Gartner prédit une baisse de 72% d'immobilier d'affaires dans les années à venir. Ils ont remarqué qu'en ce moment, à San Francisco, qui est un peu la Mecque des entreprises du New Age, donc on regarde beaucoup vers l'ouest pour nous sur ces tendances, il y a en ce moment environ 600 000 mètres carrés de bureaux disponibles à la location ou à la sous-location. Là où pré-Covid, on en était à 100 000 mètres carrés. Donc, on a fait un x6 en l'espace d'1 an. Donc, ça porte à réflexion. La deuxième chose que je voulais partager, c'est Bill Gates qui, dans ses prédictions, a vu plutôt près de la cible par rapport à tout ce qui est pandémie, n'est-ce pas? Bill Gates prévoit que le voyage d'affaires va connaître une baisse de 50%. Et il estime que plus de 30% des journées passées dans les bureaux vont disparaître. Donc, voilà, je pense que ça prête à réflexion. L'opportunité que je vois personnellement, et on l'a abordé tout au long de notre échange, c'est qu'on part un petit peu comme d'une page blanche. Et la question que j'ai envie de vous poser pour terminer, c'est vraiment sur se recentrer autour du pourquoi je voyage.
et comment nous, en tant que professionnels du tourisme, on peut accompagner ces changements et on peut accompagner les voyageurs, hein, quels qu'ils soient, quels que soient leurs objectifs, et leur donner la meilleure expérience possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis un peu sur tous les réseaux sociaux, donc si vous voulez vous connecter ou voilà, envoyer un mot, n'hésitez pas à me contacter, je serai disponible. Merci Aurélie, merci à tous. Célia, le mot de la fin ou c'est tout OK? Tout est OK, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Et puis, on vous dit rendez-vous à un prochain épisode. Et merci à tous les participants surtout. Oui. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.